Madame, Monsieur, bonsoir. Nous avons avec nous ce soir sur le plateau d'Al Mouatine, Monsieur André Flahault. Monsieur André Flahault, ministre du Budget, de la fonction publique et de la simplification administrative. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. C'est un plaisir et le plaisir est partagé. Je vais commencer par une première question, Monsieur le ministre. Est-ce que vous pouvez... et selon vous, nous expliquer ce qui se passe actuellement, en fait, la situation avec le CDH. On dit souvent que la Belgique est le pays du surréalisme. Alors, on peut s'interroger si c'est le pays du surréalisme parce que Magritte y était installé ou si, effectivement, Magritte s'y est installé parce que c'est le pays du surréalisme. Nous sommes dans une situation aujourd'hui inexplicable, incompréhensible pour les citoyens, qui réclament de la stabilité, qui réclament de la sécurité, qui réclament des hommes et des femmes politiques qu'ils assument les engagements qu'ils ont pris, les accords qu'ils ont passés, et puis tout à coup, sur un coup de tête ou un coup de chaleur, on ne le sait pas encore, le président du plus petit parti de la coalition décide que finalement il ne peut plus continuer à travailler avec le grand parti de la coalition et il dit à ce grand parti « partez, moi je vais vous remplacer par d'autres ». Et aujourd'hui on assiste à des essais répétés de remplacer le Parti socialiste en utilisant aussi une terminologie qui moi me révolte, parce que quand j'entends parler dans le chef d'aucun de il faut purger les partis politiques ou encore il faut faire œuvre de salubrité publique en se débarrassant des socialistes ou encore les socialistes sont dégoûtent. Je n'ai pas l'impression que depuis le temps que je fais de la politique et beaucoup de mes amis politiques, depuis que nous travaillons pour le bien commun, pour l'intérêt général, nous sommes dégoûtants et nous sommes que l'on peut comme ça nous traîner dans la boue. Je trouve ça vexant, irrespectueux, et je considère qu'il s'agit là d'un abaissement du niveau politique dans notre pays, où finalement le respect entre les hommes et les femmes qui font de la politique n'est plus là. C'est au niveau de l'insulte, c'est au niveau d'attaques qui vont laisser des plaies béantes qui auront beaucoup de temps à se cicatriser. Et ça, c'est grave pour la démocratie. Le CDH avance comme argument les affaires Publifin, le SAMU social, etc. Est-ce que, à votre avis, c'est vraiment ça, l'origine de ce problème? D'abord, Publifin, le SAMU social est effectivement ce qui fait le plus mal au Parti socialiste parce que ça touche notre ADN. Mais il est évident que nous avons côtoyé les uns et les autres des responsables politiques, des acteurs politiques pendant des années, mais il est évident que ces acteurs politiques n'ont jamais dit qu'ils avaient des comportements qui n'étaient pas en conformité avec notre éthique politique. Et donc, en clair, les comportements des uns qui reçoivent des jetons de présence énormes pour des réunions auxquelles ils ne participent pas, qui en fait mettent en place des systèmes pour détourner ou juste rogner sur la ligne blanche de la légalité, finalement c'est lorsqu'on les découvre par un hasard quelquefois, que l'on peut effectivement prendre les mesures qui s'imposent pour se séparer de ces personnes, mais en ayant toujours le souci aussi du respect des droits de la défense et du respect de la personne. Nous ne sommes pas dans des dictatures, nous ne sommes pas dans des pays où on coupe des têtes, il faut respecter la personne humaine avant tout. Et donc en clair, ce qui est regrettable, c'est qu'à partir de ces affaires, dans lesquelles les autres formations politiques, pour parler du CDH, sont aussi concernées, à partir de là, on a tenté de mettre à mal tout ce que les partis socialistes avaient fait depuis plus de 30 ans au pouvoir en Wallonie, à Bruxelles, le refinancement de Bruxelles, le plan Marshall en Wallonie, la diminution du chômage, la reprise économique, les pôles de compétitivité. Tout cela, effectivement, nous étions là et nous avons pris des décisions avec tantôt les libéraux, tantôt les écolos, tantôt le CDH, pour effectivement entamer ce redressement de la Wallonie et garantir l'existence de la région de Bruxelles. Je crois que là, c'est un élément important, et venir tout anéantir pour ce prétexte, je crois que ça cache autre chose. C'est une peur du CDH de disparaître après les élections de 2019, c'est aussi une façon de
cacher ce qu'ils ne sont pas parvenus à mettre en œuvre parce qu'ils n'ont pas finalisé les allocations familiales, ils n'ont pas finalisé d'autres projets et donc ils veulent cacher comme ça leur incapacité à travailler autrement que faire de la com derrière des prétextes. Vous, donc, dans votre cabinet, vous avez déclaré lundi passé que le PS donc, allait commencer, donc vous allez continuer à travailler malgré ce divorce annoncé entre le CDH et le PS. Mais il y a d'autres soucis, il y a d'autres problèmes, des associations, des ASBL qui attendent des subsides, des financements, des projets qui sont en cours. Comment ça va se passer maintenant pour les gens qui s'inquiètent? Alors, je peux rassurer les personnes qui s'inquiètent parce que précisément, notre attitude comme Parti socialiste, et tous mes collègues socialistes sont dans le même état d'esprit, nous faisons avancer les dossiers, les signatures se font. Nous ne sommes pas démissionnaires. Il y a un parti qui ne veut plus travailler avec nous, mais qui reste au gouvernement. C'est un peu une aberration. Ils ne veulent plus travailler, mais ils disent foutez le camp, nous restons ici et nous attendons d'autres. C'est un peu facile comme comportement politique et c'est incompréhensible. Quand on n'est plus d'accord avec une politique, on s'en va. Mais on ne dit pas à celui qui est là, part, et moi je reste. Il y a là quelque chose qui n'est pas correct et qui est en dépit de tout bon sens. Pour ce qui sont tous les dossiers qui ont été introduits dans le secteur de la culture, dans le secteur du sport, dans le secteur de l'aide à la jeunesse, dans tout ce qui porte sur la communauté française, mais aussi avec les collègues de la région wallonne et aussi à la région bruxelloise, nous continuons à faire fonctionner la machine parce que nous avons le sens de l'État. Nous avons le sens de la responsabilité dans la gestion. Nous savons que derrière les décisions que nous prenons, derrière les signatures que nous apposons, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui attendent pour faire fonctionner la société. Et cette société, elle demande, et ces citoyens, ils demandent que les hommes et les femmes politiques soient avant tout des responsables et les gens n'ont pas envie de ces jeux particratiques politiciens, de l'improvisation la plus complète dans une période où finalement les gens voulaient partir en vacances avec l'esprit apaisé. Ici on crée une incertitude pour la rentrée, pour les subsides et nous voulons dire qu'en tant que socialistes, nous voulons poursuivre le travail pour justement ne pas plonger les gens dans plus d'inquiétude et plonger dans plus d'insécurité. Alors que les élections approchent, comment vous voyez l'avenir du PS en 2018-2019 ? Alors j'ai l'habitude de dire que le Parti socialiste est un parti qui est très fort et qui, lorsque la mer est démontée, c'est comme un navire, le navire résiste. L'équipage doit rester mobilisé. Il y a bien entendu des mécontentements qui s'expriment, il y a toujours des frustrations qui sont présentes, il y a l'incertitude, que va-t-il se passer demain, où serons-nous? Moi j'ai connu les périodes où le Parti socialiste était dans l'opposition à tous les niveaux de pouvoir, c'était il y a très longtemps, c'était entre 1985 et 1987, mais en 1987 nous sommes revenus au pouvoir avec 44%. Et donc je serais tenté de dire que dans l'opposition, sur base de nos valeurs, sur base de notre expérience, avec notre force militante et la volonté effectivement de nous redresser, de corriger les choses, parce que nous avons déjà pris une série de sanctions et une série de mesures, les autres partis pas encore. On attend de voir ce qu'ils vont faire, mais nous allons nous travailler. Alors maintenant, est-ce que l'opération kamikaze de l'UDGEN va réussir? Est-ce que les libéraux vont se précipiter dans le lit, dans la place du lit laissée vacante par le Parti socialiste, mais il faudra encore nous bouter dehors avec des notions de méfiance? Ou vont-ils avoir un réflexe de dire, mais tout compte fait, quelqu'un qui trahit une fois peut trahir une deuxième fois, et que va-t-il nous rester à négocier? Parce que si j'ai bien compris, le CDH veut garder tout ce qui est à lui. C'est un vieux principe dans la famille sociale chrétienne en Belgique. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi se négocie. Et laisser un peu le soin, les miettes au niveau du Parti libéral d'obtenir un tout petit peu pour corriger ce qui a été obtenu par les socialistes et les colorer un peu au niveau bleu en s'inspirant, je le suppose, aussi de ce qui se fait au niveau du gouvernement fédéral. Donc je dirais que on voit ça avec beaucoup de raison, avec de sagesse, de calme et de sérénité aussi. Nous continuons à faire notre boulot.
on ne nous a pas encore dehors, mais si on veut nous mettre dehors, il faut savoir que la machine réagira, pas bêtement, de façon revancharde, mais simplement avec des arguments, avec des positionnements forts, avec un retour encore plus marqué sur les terrains, sur tous les terrains, une plus grande disponibilité, encore une plus grande proximité, et on verra qu'effectivement le Parti socialiste n'est pas cette coquille vide que l'on dit, ou de quelques responsables, mais il y a aussi une masse et une force militante derrière. Mais, Monsieur le ministre, ce matin vous étiez à Chastres. Quel est l'objectif de votre présence et alors la présence aussi de Habib El-Malki, qui est le président de la Chambre des représentants, et un ensemble aussi d'acteurs et de diplomates, de responsables politiques, etc. Est-ce que c'est un rendez-vous annuel ou soit une initiative personnelle? C'est à la fois une initiative personnelle qui remonte dans le courant des années 90, en quelque sorte. Le cimetière, la nécropole française, puisqu'on est sur territoire français, est une nécropole que je connais depuis très longtemps, puisque c'est ma région natale en quelque sorte. Et d'année en année, de mandat en mandat, j'ai eu aussi la responsabilité des victimes de guerre. Et donc, victime de guerre veut aussi dire pour moi, pas uniquement des commémorations pour commémorer. Il faut faire un devoir de mémoire. Mais pour faire un devoir de mémoire, qui fait partie de l'éducation citoyenne, il faut aussi intégrer toutes les dimensions de l'histoire. Et on ne pouvait pas se limiter pour la nécropole de Jean Blouchastre à dire, comme c'était au début des années 90, c'est une cérémonie franco-belge. Elle était plus large que cela. Elle devait devenir plus large, elle devait devenir multiculturelle. Elle devait prendre cette dimension, non pas bilatérale entre la Belgique et la France, mais elle devait prendre cette dimension internationale. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a 233 militaires marocains qui sont là, enterrés dans ce cimetière. Il y a aussi des militaires sénégalais, tunisiens, algériens qui sont là, et donc la vérité historique devait être rétablie. Alors ce ne fut pas facile, parce que d'année en année, comme j'étais ministre de la Défense, puis président de l'Assemblée nationale ici, chaque année j'étais présent, et chaque année j'amenais une touche supplémentaire dans cette multiculturalité, dans ce vivre ensemble au quotidien. J'ai eu la chance de pouvoir compter sur des ambassadeurs du Maroc qui étaient effectivement acquis à cette idée. Le prédécesseur de l'ambassadeur actuel était effectivement très dynamique, et c'est d'ailleurs lui qui a imaginé ce repas fraternel après les cérémonies officielles que l'on poursuit avec son successeur Isli. Et donc en clair, arriver à faire en sorte que ce lieu de mémoire soit un lieu où on commémore, mais aussi effectivement où l'on se dit, voilà un bel exemple de ce que par-delà les convictions politiques, par-delà les convictions philosophiques, par-delà les engagements religieux, des hommes sont venus ici arracher à leur territoire, comme on les voit dans le film Les Hommes d'Argile de Mourad Boussif, ou encore Les Larmes du Sacrifice. Quand ces gens ont été arrachés, ils sont venus ici pour combattre pour nos libertés à nous, Belges en quelque sorte. Et à un moment où finalement on critique beaucoup, on fait des frontières, on fait en sorte de faire en sorte que les migrants restent chez eux pour ne pas venir troubler notre quiétude ici ou présenter certains risques. Je crois que c'est vraiment un acte de résistance, d'engagement citoyen que de dire, par respect pour ces hommes qui sont venus ici combattre, par ces gens qui sont venus ici à d'autres époques aussi, parce qu'il y a à côté de la guerre, il y a aussi les grands mouvements migratoires pour nous aider à redresser nos économies à des moments différents. Je crois que c'est tout ça que ça représente, c'était le point de départ et c'est ça qu'il faut continuer à mettre en œuvre. D'où Jean Blouchastre, c'est ça. Alors c'était une étape importante aujourd'hui parce que même si nous avions eu à plusieurs reprises le représentant des Marocains de l'extérieur qui assistait au mois de mai à la commémoration, aujourd'hui c'était une symbolique forte puisque c'est le président de l'Assemblée nationale qui venait. Un président d'Assemblée nationale dans un pays, ça représente la démocratie de ce pays. Je l'étais à la Chambre des représentants ici, protocolairement, c'est important. C'est une symbolique forte et je crois que
après le président du Sénégal, qui a aussi fait cette démarche de visite il y a quelques semaines, le président de l'Assemblée nationale, ça donne vraiment cette dimension internationale à cette nécropole, et finalement, ça nous permet de poursuivre d'autres objectifs. L'objectif suivant, c'est de faire en sorte que des jeunes, des fils, des petits-fils, des militaires qui sont venus mourir dans notre région pour nos libertés, pour la démocratie, eh bien qu'ils aient des échanges réels avec des enfants, petits-enfants ou enfants de Belges de cette région. Et c'est à ça que l'on va s'employer à partir de lundi prochain pour en fait qu'on arrive au mois de mai prochain à avoir aussi des jeunes qui seront là pour montrer ce lien de génération. C'est de l'intergénérationnel, c'est du multiculturel, c'est du multicultuel et c'est du concret sur le terrain, c'est du vivre ensemble au concret. Il y a aussi un autre élément. Oui, je vous en prie. C'est un autre élément qui est important, c'est celui que depuis de très nombreuses années, les associations, et je les salue parce qu'il y avait encore ce matin des acteurs qui étaient là depuis le début. Et depuis le début, il nous dit qu'il faut mettre dans les cours d'histoire en Belgique, en communauté française, cette dimension de la multiculturalité, la multiculturalité. Et Jean Blouchat, c'est un bon exemple. Alors plutôt que de rester sur des discours théoriques, sur des intentions et sur des promesses, j'ai fait préparer un texte d'une résolution qui était déposée au Parlement de la communauté française, qui était pris en considération au Parlement de la communauté française et signé par un grand nombre de partis, signé symboliquement en première signature par la plus jeune des députés socialistes, Anne Lamblin, qui est la plus jeune. Et cette résolution, elle dit que le gouvernement de la communauté française, au moment où on parle du pacte d'excellence, au moment où on met en œuvre le cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, pour lesquels je suis porteur depuis 1997-1998, au moment où on met en œuvre ce cours, il faut absolument intégrer dans les cours d'histoire, dans les cours de philosophie de la citoyenneté, l'exemple de cette bataille de Jean Blouchastre comme un exemple de cette multiculturalité, comme un exemple de ce rapprochement entre les peuples et de ce sacrifice d'hommes qui sont venus sur notre territoire pour nos libertés. Et ça, je crois que c'est vraiment l'éducation citoyenne dès le début. Tout à fait. Très belle initiative, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, les Nations Unies ont instauré la journée mondiale, la journée internationale de la fonction publique. Beaucoup demandent la modernisation de la fonction publique chez nous ici en Belgique. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le faire? Tout d'abord, je crois qu'il faut commencer par réaffirmer l'intérêt, le soutien et l'engagement pour que dans nos États, il reste une fonction publique, il reste un corps de fonctionnaires, hommes et femmes, qui travaillent pour l'intérêt général et pour accomplir les missions fondamentales d'un État. Il y a les missions régaliennes, la défense, il y a les finances, il y a l'intérieur et il y a la justice. On ne peut pas accepter que sous prétexte d'insécurité, on arrive à faire en sorte de privatiser toute une série de tâches. On ne peut pas accepter non plus que, parce que ça coûte trop cher, on cède au secteur privé une série de missions, comme par exemple les missions de l'enseignement ou de la santé. Il faut effectivement garantir une égalité de traitement des citoyens face à l'État, en quelque sorte, dans toutes ses dimensions. Il faut faire respecter cet État et il faut surtout faire en sorte que chaque citoyen, où qu'il se trouve et quelle que soit sa situation sociale, quelle que soit sa situation d'éducation, puisse avoir accès et à la santé, et à l'enseignement, et à la sécurité, et à la justice. Et c'est ça l'engagement. Et pour cela, il faut effectivement, dans des cadres budgétaires qui sont quelquefois limités, il faut faire des choix. La politique, c'est aussi faire des choix, faire en sorte qu'on puisse améliorer cet instrument en faisant en sorte que ceux qui y travaillent puissent travailler dans de bonnes conditions. C'est un des objectifs, qu'ils soient bien rémunérés, qu'ils soient motivés,
qu'il y ait des possibilités de promotion, mais il y a aussi tout le travail qui doit être fait à l'égard des citoyens, l'accès à la fonction publique, l'accès aux services publics, l'accès à la simplification administrative pour garantir effectivement que chacune et chacun ait le droit en quelque sorte à ce service de l'État. Justement, est-ce qu'il y a encore de la place pour l'humain à l'intérieur de la fonction publique? Il faut ramener l'humain dans la fonction publique, à la fois pour les fonctionnaires qui sont les travailleurs qui méritent tout le respect, comme tous les travailleurs méritent le respect. Il faut donc les respecter. Il faut éviter d'imposer des réformes qui viennent d'en haut, qui sont imaginées par des managements, par des consultants extérieurs qui réagissent souvent en fonction de critères, de normes qui sont très souvent très loin des préoccupations humaines. Il faut donc partir de la base pour faire remonter des propositions concrètes, remonter les préoccupations des citoyens par une écoute active, par une proximité, par une disponibilité. Et c'est à ce moment-là que l'on parviendra à transformer la fonction publique, à transformer la machine de l'État, mais on transformera avec une adhésion à cette transformation et non pas, on ne devra pas subir des transformations, que ce soit dans le chef des fonctionnaires ou encore dans le chef des citoyens. Nous n'avons pas à subir, nous avons à être acteurs, des citoyens acteurs de cette transformation. Oui, il y a une place pour ça. Comment rendre cette fonction publique disponible au vivre ensemble? On parle beaucoup du vivre ensemble. L'arrivée de l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, des formulaires informatiques risquent de faire éclipser les gens dans leur, disons, dans leur manière de vivre et de faire de la fonction publique. C'est un des grands défis à relever aujourd'hui, c'est effectivement de faire en sorte que dans ce monde où finalement on a l'impression de connaître le monde entier, mais on ignore les préoccupations qu'a son voisin, dans ce monde où finalement on demande de plus en plus de contact humain, on devient de plus en plus égoïste, replié sur soi. Et donc il y a là un exercice très important dans le chef des responsables politiques de trouver le juste équilibre entre le traitement rapide, éventuellement informatisé des demandes formulées par les citoyens, et de l'autre côté, tenir compte aussi de ce que le citoyen n'est pas un robot qui reçoit des documents, n'est pas une machine qui remplit des formulaires, mais qui est quelqu'un qui a droit aussi à une écoute, un accompagnement et finalement à être respecté dans sa dignité et aussi dans quelquefois les difficultés qu'il a à remplir telle ou telle formalité administrative. Monsieur le ministre, une simple et directe question. Comment expliquez-vous le fait que les gens quittent actuellement, donc avec tout ce qui s'est passé, le PS, pour aller vers le PTB et surtout après les affaires Publifin, etc. Parce que, notamment au travers des réseaux sociaux, mais aussi au travers quelquefois des médias qui n'ont pas le souci d'informer complètement et objectivement les choses. Je suis toujours effrayé de constater que des personnes continuent à revendiquer des choses en termes de gouvernance, alors que des dispositions ont été prises et que des choses existent déjà. On devrait peut-être un peu mieux expliquer, on revient à cette éducation citoyenne et cette éducation civique. Ensuite, je crois qu'il faut retrouver du temps pour expliquer les choses, parce que la vie, elle n'est pas faite noir, blanc, bon, méchant, cow-boy, indien, comme l'imaginait le président des États-Unis à une époque, et je crois que celui-ci est dans le même état d'esprit, mais faire en sorte que la vie, elle est faite de nuances. Elle est faite de compromis, elle est faite d'accords, de négociations, d'écoute, de discussions et de dialogue. Ça prend naturellement beaucoup plus de temps, mais nous sommes malheureusement dans une société aujourd'hui de zapping. Si les gens, après 3 minutes, vous n'avez pas dit ce qu'ils avaient envie d'entendre, ils iront voir ailleurs, si on dit autre chose. On est dans une société de fake news, de mauvaises nouvelles qui se répandent, qui mettent un temps énorme à devoir être corrigées. Et en plus de cela, je crois qu'une des préoccupations, c'est qu'effectivement, ce qui est complexe, ce qui doit être expliqué, la société est complexe, la démocratie est complexe, son fonctionnement est complexe. On n'est pas dans une société d'il n'y a qu'à, il faudrait qu'il suffit de. Malheureusement, celles et ceux qui, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche,
prônent des solutions simplistes pour soi-disant apporter des solutions aux problèmes, ceux-là ne sont pas crédibles parce qu'une fois qu'ils sont devant la table pour prendre et pour agir concrètement, et surtout pour agir concrètement de façon équilibrée et de façon durable, on constate que c'était du vent et malheureusement les gens tombent dans des pièges et puis ils reviennent à ce moment-là vers les valeurs sûres, crédibles et durables. Et aujourd'hui, tout le travail, c'est un travail difficile, est effectivement de retourner vers le citoyen, de retourner vers les militants, de retourner vers la population dans son ensemble pour réexpliquer les mécanismes, pour dire qu'il y a autre chose que les formules simplistes qui, en d'autres époques, que ce soit du côté de Moscou ou du côté de Berlin, ont conduit à des catastrophes humanitaires dont on commémorait encore aujourd'hui les conséquences. Justement, on va rebondir sur cette dernière phrase. Notre média Al-Mouatin Radio et TV a participé ce matin à une manifestation, disons un rassemblement, ou une marche, comme l'a appelé l'imam Hassan Chelgoumi et les organisateurs au niveau de la France. Et donc, l'objectif général est de dénoncer le terrorisme de toutes ses formes. Êtes-vous pour ce genre de projet et quelles seraient, selon vous, Monsieur le ministre, les clés du vivre ensemble? Mais d'abord, je ne pouvais pas malheureusement être présent ce matin, puisque vous étiez à Chastres. J'étais à Chastres, mais croyez bien que si j'avais eu la possibilité d'être présent, j'aurais été aussi. Et ça aurait été un honneur pour nous. Mais je retiens d'autres invitations, mais ici, c'était indépendant de ma volonté, je dépendais d'un protocole qui n'était pas le mien. Je crois qu'il faut d'abord saluer l'initiative qui a été prise, et elle mériterait d'être renouvelée, décentralisée peut-être, et peut-être élargie aussi, pour faire en sorte que les personnes apprennent à mieux se connaître. Alors moi je suis toujours étonné lorsque des événements tragiques se produisent. À ce moment-là, on retrouve le chemin du dialogue. On refait des manifestations où chacun, responsable des différentes religions, sont main dans la main et des marches ensemble. Je crois que pour analyser les différentes religions, aucune religion ne donne l'ordre de tuer son prochain. Je ne crois pas. Tout à fait. Si on compare, elles sont les mêmes fondements. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des dérives en quelque sorte. Ce sont des dérives, des exploitations d'éléments de religion qui finalement touchent aujourd'hui l'islam, mais à d'autres périodes de l'histoire ont touché la religion catholique. Et donc en clair, il faut revenir à la raison, et pour revenir à la raison, il faut réexpliquer les choses. Et je crois que le dialogue, des démarches comme celle-là, elles doivent être répétées. Et quand je reviens toujours à ce projet de cours d'éducation à la citoyenneté, dès le plus jeune âge, c'est tout d'abord pour apprendre aux enfants, dès l'école primaire, à accepter la différence de l'autre. Tout à fait. Ce qu'il mange, ce qu'il ne mange pas, comment il se comporte, quelle est sa couleur de peau, etc. Et de progresser ensemble pour véritablement vivre ensemble, dans le concret, pas uniquement dans le discours. Et progressivement, faire découvrir non pas une religion ou l'autre religion, mais faire découvrir l'ensemble des religions. Et pour faire arriver au constat que finalement il y a un socle commun qui est là. Et qui effectivement implique qu'on se respecte l'un l'autre, parce que finalement les positions ne sont pas aussi éloignées les uns que les autres. Et si on arrive à cela, c'est-à-dire arriver à faire en sorte qu'on aura effectivement une connaissance de l'ensemble de ces religions, à ce moment-là, les gens feront un choix, en quelque sorte. Le jour venu, quand ils auront appris. Ils feront le choix là où ils veulent aller, et ce choix devra être respecté. Aujourd'hui, dans notre société, malheureusement, on a l'impression que l'on met, dès le début, des gens dans des couloirs. Vous êtes dans une famille catholique, vous êtes dans le couloir catholique. Vous êtes laïque, vous allez dans votre couloir laïque. Vous êtes protestant, vous êtes chez les protestants. Vous êtes dans une autre orthodoxe, on vous met là. Ça ne va pas.
il faut effectivement décloisonner les choses et retrouver le socle commun, le plus petit commun dénominateur ou le plus grand commun multiple, mais pour travailler ensemble. Et là, on ne peut le faire que concrètement et en se découvrant. Et là, tous les acteurs religieux ou non religieux, politiques ou non politiques, citoyens, ont un rôle à jouer, de faire du maillage. Oui. Et ça, je crois que la marche est une bonne occasion. Mais il faudrait la refaire peut-être en d'autres endroits. On l'a fait, hein, au moment de grands problèmes. Moi, j'ai effectivement vu des marches au moment des événements en Palestine, par exemple. Je crois que c'est important d'ouvrir les portes et de provoquer le contact. Okay. Monsieur le ministre, pour vous, quelles sont les questions auxquelles le gouvernement fédéral doit encore accorder plus d'importance aujourd'hui et pour quelles raisons? Mais d'abord, je constate qu'après avoir fait toute une démonstration qu'il fallait atteindre la trajectoire budgétaire en 2018, puis c'est pas 2018, c'est 2019, puis maintenant on dit c'est 2020 sans doute. Donc ça veut dire que là aussi il y a peut-être un sursaut de bon sens qui voit qu'on ne va plus être uniquement obnubilé par les contraintes européennes. C'est sans doute une évolution dictée par la proximité d'élections, mais en tout cas, si ça va dans le bon sens pour les investissements publics, c'est une bonne chose. L'autre élément, je crois que le gouvernement fédéral va devoir retrouver rapidement un point d'équilibre entre le tout à la sécurité et le vivre ensemble. On ne peut pas faire les deux. Alors bien entendu, le climat aujourd'hui justifie toute une série de mesures, justifie dans le chef du gouvernement en matière de sécurité, de défense, d'armée, etc., qui permettent finalement de mettre tout l'accent sur la sécurité au détriment de l'accueil, au détriment du social, au détriment de l'humain en quelque sorte. Je ne sais pas, on n'est pas suffisamment attentif aujourd'hui parce qu'on est préoccupé par ces histoires de décumul, de public fin ou autre. Pendant ce temps-là, le secrétaire d'État à l'immigration, lui, continue à poser une série d'actes qui sont dangereux pour nos libertés individuelles. Et je suis très inquiet de voir comment on va cheminer ce projet qui permettrait des perquisitions, qui permettrait des expulsions de plus en plus automatiques. Et là, ce n'est pas ça qu'on construit un monde. C'est pas ça en rejetant les autres. L'Europe aujourd'hui est devenue une forteresse. Chaque pays redevient une forteresse, alors que finalement nous sommes dans une zone riche où nous pourrions être beaucoup plus solidaires que nous ne le sommes aujourd'hui. Si on prend un petit pays comme le Liban, par exemple, il accueille plus d'1,5 million de réfugiés depuis des années. Nous, c'est tout juste si on ne se plaint pas quand on doit prendre 200 ou 250 personnes pour alléger le fardeau d'autres pays européens. Et donc je crois qu'il faudrait que ce gouvernement fédéral retrouve un peu un équilibre entre le tout à la sécurité et le tout à l'humanité. Il faut trouver un point d'équilibre. Aujourd'hui, il est déséquilibré. Il est d'ailleurs déséquilibré sur le plan communautaire, il est déséquilibré en termes de réforme et de politique économique. Et quelque chose qui est déséquilibré ne sait jamais tenir très longtemps, sauf à tenir par la menace extérieure, et c'est peut-être ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Monsieur le ministre, quelle est votre conception de la laïcité en Belgique ? Mais je crois que la laïcité, elle fait partie de notre société. Je crois qu'il faut respecter en quelque sorte, il faut respecter la liberté d'expression, et la laïcité est aussi une forme de liberté d'expression. Je crois qu'on ne peut pas imposer aux uns et aux autres ses vues. Il faut respecter les convictions de chacun, et ça c'est le premier précepte de la laïcité. Et pour la question du port du voile, êtes-vous pour ou contre ? Il y a de grandes discussions là-dessus. D'abord, je crois que c'est un débat qui est monté en épingle. Moi, je vais vous donner l'exemple. Nabella Benaïssa a commencé à travailler à mon cabinet. Elle était voilée, elle est ressortie non voilée. D'autres sont venus à mon cabinet non voilés et sont sortis voilés.
pour moi, c'est le respect des convictions de chacun. Il est évident que lorsque quelqu'un détient une part de l'autorité publique, à ce moment-là, il faut effectivement prendre certaines dispositions, mais il faut le faire avec suffisamment d'élégance, suffisamment de respect aussi, parce qu'il y a port du voile et port du voile. Comment vais-je dire, la tenue imposée aux femmes en Afghanistan, par exemple, c'est absolument intolérable. Tout à fait. Burqa. Oui. Monsieur le ministre, parlant des expulsions tout à l'heure, êtes-vous pour la régularisation du sans-papier, oui ou non? On a fait, lorsqu'on était au gouvernement de M. Verhofstadt, entre le premier gouvernement de M. Verhofstadt, on a fait une opération de régularisation. À cette époque-là, les mêmes personnes qui hurlent aujourd'hui hurlaient déjà. L'opération de régularisation c'est bien faite, a posé peu de problèmes et certainement moins de problèmes qu'aujourd'hui à avoir une politique de rejet de l'autre. Donc je ne sais pas s'il faut ouvrir ouvertes les portes, mais en tout cas il y a des situations humaines aujourd'hui. Pas plus tard que dimanche, je rencontrais quelqu'un qui était ici depuis 8 ans. Les enfants sont scolarisés et la personne attend toujours d'avoir une décision sur sa situation. Ce n'est pas humain, ce genre de choses. Ça pose une question de précarité, ça pose la question du respect, alors que la personne ne souhaiterait qu'une chose, c'est de pouvoir travailler, de pouvoir se mettre à la disposition de la société qui donne de l'enseignement, de l'éducation à ses enfants. Il veut être au service du pays dans lequel il se trouve, et parce que des procédures tardent, parce que des politiques disent il ne faut pas régulariser, on perd là beaucoup de choses. Ce serait plus honnête de le faire comme ça plutôt que d'engager en noir du personnel, de faire travailler en noir du personnel dans les sécurités. Parce que finalement, qui est pénalisé? Ce sont les gens que l'on occupe, ce ne sont pas les gens qui les occupent et qui font de l'argent. Tout à fait. Monsieur le ministre, quelle serait pour vous la définition du concept de la citoyenneté active? Et c'est un concept applicable à tous? Ça devrait être applicable à tous, mais pour que ça soit applicable à tous, il faudrait commencer par éduquer à la citoyenneté. Et ça, je regrette que chez nous, on est très souvent distant par rapport ou désintéressé par rapport au fonctionnement de la société dans laquelle on évolue. Je le disais tout à l'heure, quand on a tout ce dont on a besoin, quand on a l'éclairage, l'eau, quand on a des revenus, quand on a... Bon, finalement, tout va bien et on vit bien, et pourvu qu'on ne perturbe pas cette quiétude. Mais on oublie que la valeur fondamentale, c'est la solidarité, et que être libre, c'est bien, mais libre tout seul, ça ne sert à rien. Il faut être effectivement solidaire pour faire en sorte que tous ensemble, nous soyons solidaires, et aussi solidaires non seulement à l'intérieur du pays, pas uniquement dans les périodes d'hiver, mais de façon constante, mais aussi solidaire à l'égard du reste du monde. Parce que là, trop souvent, nous sommes dans un pays où il fait bon vivre. Ceux qui n'en sont pas convaincus, c'est les Belges, parce qu'on n'est jamais très content de ce qui se passe chez nous, et on voit plutôt le train qui arrive en retard que la masse de trains qui arrivent à l'heure. On a une faculté à nous autodétruire, en quelque sorte à mettre en évidence ce qui ne va pas plutôt que tout ce qui va bien dans notre pays, pour en faire profiter d'autres quelque part. Et donc... cette mobilisation pour la citoyenneté, c'est aussi une façon de redonner une fierté à notre population, parce que lorsqu'elle aura pris conscience de toutes ces richesses, de toutes nos richesses, de tout ce que nous avons à donner, à partager, je crois qu'effectivement nous serons plus heureux. Une dernière question. Quelle est votre évaluation sur le bilan du gouvernement Michel? C'est toujours très difficile d'évaluer un gouvernement à mi-parcours. Il est clair que si on veut être objectif, il y a des réalisations qui ont été obtenues dans certains secteurs. Il y a des choses qui sont à vérifier, parce qu'il y a parfois des effets d'annonce aussi. Mais je dirais que le point, à mon avis, le plus contestable,
mais qui est le plus difficile à contester, c'est celui du déséquilibre entre une politique ultra sécuritaire et une politique du vivre ensemble. Et là, je crois que la population aujourd'hui salue les agissements du secrétaire d'État à l'immigration, mais ne mesure pas combien cette politique du tout à la sécurité présente de risques pour le vivre ensemble et pour nos libertés fondamentales. Ça, c'est la critique majeure que l'on peut faire. À côté de cela, je crois que le gouvernement fédéral est aussi très dépendant et très suiviste par rapport à la politique européenne et aux règles européennes. Or, l'Europe, si elle continue comme ça, elle va droit dans le mur. Pour conclure notre agréable entretien, je vous propose de compléter ces quelques phrases. Aujourd'hui, l'homme avec un grand H devrait être vraiment humain. Pour vous, Dieu est? Dieu est peut-être une référence, mais je ne sais pas où il est ni s'il existe. D'accord. Être un homme politique aujourd'hui, c'est? Oh, c'est un sacerdoce, c'est une passion, parce que si ce n'est pas une passion, on ne sait pas la vivre longtemps. Oui. Donc la Belgique de demain sera? La Belgique de demain sera toujours là, transformée sans doute, riche de sa diversité communautaire, mais j'ai quand même quelques doutes quant à la volonté d'un réel vivre ensemble entre le Nord et le Sud. Monsieur le ministre, Monsieur André Flahault, ministre du Budget, de la fonction publique et de la simplification administrative, merci pour votre confiance. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Madame, Monsieur. C'est ici que se termine notre entretien. À la semaine prochaine.